Hargeisa, Somaliland, mars 1936. Le chaperon desserra finalement l'avant-bras de Jama, laissant une empreinte moite sur sa peau. Après le long voyage à l'arrière du vieux camion, les jambes du gamin tremblaient et il coinça ses deux cuisses entre ses mains pour arrêter leur tressaillement. Pendant la journée et la nuit nécessaires pour traverser la mer Rouge et atteindre Hargeisa, Jama s'était accommodé de la bouillie verte qui moussait à ses lèvres, ainsi que de l'odeur acide qu'elle dégageait. Son estomac gonflé de gaz ressortait, et il se demandait toujours pourquoi la faim le faisait grossir. Son ventre l'avait pour ainsi dire laissé en paix durant le voyage, mais pendant les semaines qui avaient suivi l'enterrement, il s'était contracté, avait eu des crampes, l'avait fait vomir, lui avait donné des diarrhées et de la constipation, jusqu'à laisser passer du sang et des lambeaux de chair coagulés. Une femme du clan de sa mère l'avait trouvé recroquevillé dans une ruelle, recouvert de poussière et de mouches. Il n'avait fallu que 3 jours aux membres de son clan pour localiser sa grand-tante et organiser son rapatriement. À Aden, les Islawayn s'étaient acquittés des frais d'obsèques de sa mère, mais ils ne voulaient plus entendre parler de Jama. Il avait traîné avec les gamins des rues les plus sales d'Aden. Il s'était nourri au hasard et mal, parfois avec de la nourriture tombée à terre qu'il faisait descendre en quelques bouchées insipides après un nettoyage sommaire. Il s'emportait facilement, n'hésitant pas à hausser le ton et à se bagarrer avec ses compagnons d'infortune. Pour calmer le démon affamé de son ventre qui bouillonnait et lançait des imprécations de son chaudron de salive et d'acide, il s'était battu contre des chats et des chiens errants pour leur voler leurs os. Il essayait de faire preuve de courage, mais la tristesse et la solitude avaient eu raison de lui et lui tordaient les entrailles, tout en l'agitant de tremblements. Toutes les nuits, il rêvait de sa mère. Elle suivait une caravane dans le désert de Somalie. Lancée à ses trousses, il l'appelait à voix haute. Mais elle ne se retournait jamais, et la distance entre lui et elle se creusait jusqu'à ce qu'elle devienne un point à l'horizon. Il regarda le Somaliland autour de lui. Il était jaune, intensément jaune, d'un jaune sale tout strié de traînées brunes et vertes. Des hommes se tenaient près de leur troupeau de chameaux. Le jeune garçon ne respirait pas l'odeur de nourriture, d'encens ou d'argent comme à Aden. Il n'apercevait ni ferme, ni jardin, mais ce qu'il inhalait contenait une douceur aiguë, revigorante, enivrante. Enfin, il se trouvait dans son pays à inspirer le même air que son père et ses grands-pères avant lui, plantés dans le même paysage qu'eux. Il s'étendit sous un acacia et s'étira. Le ciel le recouvrit de son linceul bleu, et la vue de tant de bleu pâle le rafraîchit. La position du soleil lui donna l'heure, et il décida de prendre du repos. 2 voix au-dessus de lui l'éveillèrent. Il ouvrit les yeux et découvrit en surplomb une vieille femme aussi grande qu'une Amazone. Elle se pencha pour essuyer la bave échappée de sa bouche pendant son sommeil et la tira contre son sein, lui donnant ainsi à sentir son odeur de lait âcre. Les larmes lui jaillirent, mais il les ravala pour ne mettre personne dans l'embarras. Jinao lui prit la main et le tira avec souplesse, lui flottant au bout de son bras comme la ficelle d'un cerf-volant. Le portail de l'enclos de son grand-père s'ouvrit en grinçant et une petite fille souriante demanda « Tante, c'est lui Jama ?» Mais Jinao l'écarta pour passer, sans lâcher le bras du garçon. Dans la cour, des femmes se levèrent pour se porter à leur rencontre. « Ah, alors, c'est lui l'orphelin !»« Oh, son père tout craché !»« Miskin, puisse Allah t'accorder sa miséricorde !» Tout en sautillant devant eux, la fillette roulait des gros yeux par-dessus l'épaule pour dévisager le nouveau venu. Arrivée sur le seuil de sa chambre, la tante chassa Ayaan et y poussa Jama. Un grand hâcal de nomades emplissait la pièce. Devant la surprise du garçon,
Elle lui caressa la joue. C'est que je suis une vraie bédouine, moi. Jamais réussi à dormir sous la pierre. Ça me donnait l'impression d'être dans une tombe. Allez, viens donc t'allonger pour te reposer, fils. Des nattes de paille vivement colorées égayaient l'intérieur. Obéissant, Jama s'étendit tout en regardant autour de lui. Tu te rappelles quand tu es venu ici avec ta mère? Non, je dis n'importe quoi. Tu peux pas te souvenir. Tu pouvais même pas rester assis. Pourtant, il en avait conservé la mémoire. La chaleur douillette, la lumière que filtrait l'entrelac de branches, l'odeur de terre, toutes ces sensations enregistrées lors de sa vie passée avaient laissé leur empreinte en lui. Il observa la vieille dame mettre de l'ordre dans ses affaires. Comme en barreau, elle avait les pommettes plantées haut, les yeux bridés, et parlait du même ton de voix bas et granuleux. Son cœur se serra à l'idée que sa mère n'atteindrait jamais l'âge de sa tante. Jinao occupait ses journées à soigner ses palmiers dattiers, à vendre des fruits au marché près du lit de la rivière asséchée qui coupait la ville en deux, à tisser des nattes sans fin. Pendant ce temps-là, Jama était livré à lui-même. La vie de Jama ressemblait à celle des chèvres de l'enclos attachées à un piquet, qui jetaient des regards vides en mâchonnant des épluchures. Il avait l'impression d'être une banale motte d'argile à qui personne ne voulait donner forme ou insuffler de la vie. On ne l'envoyait pas à l'école, ni garder les chameaux. On se contentait de lui donner des ordres du genre « Va chercher ça !» et « Sors d'ici !» Les épouses échangeaient des regards pleins de sous-entendus et fermaient ostensiblement leur chambre à clé s'ils rôdaient dans les parages. Et en cela, elle ne se montrait pas vraiment différente de Madame Islawayne. Sa seule consolation, c'était le soir, dans la cale, quand il autorisait la vieille femme à le border, en attendant qu'elle lui parle de ses parents. Les yeux fermés, il l'écoutait alors raconter comment son père avait bondi une nuit dans le désert pour repousser avec une torche enflammée les hyènes qui harcelaient les chameaux de la famille. Comment sa mère s'était enfuie, gamine, jusqu'à la mer, avant qu'on la raccompagne au camp. Le souvenir que Jinao gardait d'eux était celui de jeunes gens courageux, en pleine santé, avant qu'ils ne plouaient sous les coups conjugués de la faim, de la déception et de la mort. Un soir, elle lui déclara « Je sais que tu en as marre de boire du lait. Tu crois que tu es déjà un homme, mais te montre pas trop pressé, Jama. Le monde des hommes est cruel et ne pardonne rien. N'écoute pas ces imbéciles dans la cour qui disent que tu es orphelin. T'as un père, un très bon père, qui reviendra. » Alors pourquoi il n'est pas venu me chercher? Il attend quoi au juste? Sois pas comme ça, Jama. On est tous soumis à notre destin. Il viendra quand il pourra. Avec un peu de chance, il travaille pour vous offrir à tous deux une bonne vie quelque part. Mais pourquoi pas ici? On est tous deux d'ici. Ton père a trop de musique dans la tête pour la vie d'ici. Pareil pour ta mère, même si elle prétendait que c'était pas le cas. La vie d'ici est trop dure. Tout le monde regarde ailleurs. Mais toi aussi, un jour, Inch'Allah, tu partiras à la découverte du monde. Tu sais où est mon père? Loin, très loin. Dans une ville qui a pour nom Gédaref, au Soudan. De l'autre côté de l'Ogaden, de l'autre côté de Djibouti, à plusieurs mois de marche d'ici, fils. On m'a rapporté qu'il s'était battu en Abyssinie. Mais il semble que c'est fini et qu'il est de retour au Soudan où il travaille comme chauffeur. Je pourrais aller le voir? Ah là, c'est que je ne peux pas te laisser faire ça. Je dois à ta mère de veiller à ce qu'il t'arrive rien. Ses yeux sont posés sur moi. Je la sens là, expliqua-t-elle en plaçant la main sur son ventre. C'est comme une lumière que j'aurai là, tu comprends? Tu comprends, fils? Il arrive parfois aux morts d'être plus vivants que les vivants. Personne ne meurt vraiment. Du moins, tant qu'il existe des êtres pour se souvenir d'eux.
et les chérir. Djibouti, septembre 1936. Aucune frontière ni signalisation n'avertit Jama qu'il était passé dans un autre pays. Sa seule certitude était que ça descendait. Nez pointé vers le bas, le camion dévalait la pente. Enfin, il atteignit un plateau à la chaleur infernale et déroutante, et il se redressa. Djibouti nichait au fond, torride, encore plus aride et redoutable que le Somaliland. Les quelques arbres qui avaient la présomption d'y pousser levaient les bras en signe de défaite. Les pierres se fissuraient sous l'effet de températures supérieures à 50 degrés. La terre était chauffée à blanc. L'air charriait une odeur de putréfaction où se mélangeaient saleté, sueur et crottes de chèvre. La brise marine chargée d'humidité donnait à l'enfant l'impression de traverser une ville posée au fond de la mer. La circulation obligea le camion à ralentir, et des bras et des jambes sortirent des couvertures pour s'étirer. Ils avaient atteint leur destination. Après moult kilomètres sans croiser âme qui vive, le camion marqua l'arrêt, crachant une fumée noire de son bruyant pot d'échappement. Jama et ses compagnons descendirent par l'arrière et déposèrent quelques pièces dans l'une des nombreuses mains tendues qui sortaient de la cabine. L'enfant crut qu'il allait tourner de l'œil. La chaleur dégagée par les véhicules augmentait la température de quelques insupportables degrés. Une large avenue s'ouvrait devant lui. Il y flâna, tout au plaisir de sentir des pavés sous ses pieds. À Hargeisa, une centaine de sables de consistance différente formaient le sol. Mais il n'existait pas un seul pavé dans toute la ville. Alors qu'ici, les rues étaient bordées de palmiers, espacés à intervalles réguliers, comme des gardes. Les bâtiments qui se dressaient au loin étaient de styles différents de ceux de Somalie ou d'Aden. Beaux et élancés, ils avaient été construits pour durer beaucoup plus longtemps que les édifices des Britanniques à Hargeisa. Née de l'imagination de ses conquérants, cette ville avait été transplantée de la province française et déposée à des milliers de kilomètres dans l'endroit le plus chaud de la terre. Les rues s'animaient de plus en plus. De jeunes hommes se disputaient et se battaient. De jeunes mères assises dehors bavardaient pendant la sieste de leur bébé. Des femmes âgées passaient de groupe en mendiant discrètement. Des hommes en costume s'en retournaient chez eux pour la sieste, attendre leur livraison de quat. Personne ne prêtait attention à l'enfant. La ville était habituée au déversement constant de nouveaux venus et les Yéménites, Afars, Somaliens, Indiens et colons français avaient tous le sentiment que la ville leur appartenait. Il y avait des heurts, des histoires d'amour, des liens d'amitié entre communautés, mais aussi beaucoup d'indifférence. Tout à la joie d'être de retour dans une ville avec l'énergie d'Aden, Jama frissonnait d'excitation au passage des taxis lancés à vive allure. Une chaleur humide enveloppait son corps. Les boutiques, les étals, leurs marchandises colorées exposées à la convoitise des passants l'attiraient. N'était son impatience à retrouver son père, il aurait bien volontiers disparu dans les ruelles bondées du marché pour se faire de nouveaux amis au milieu de la saleté et des disputes. Après l'espace et les vastes étendues du Somaliland, Jama se sentait comme étourdi par la bousculade et la vie trépidante autour de lui. Tant de gens concentrés au même endroit. Et le bruit! C'était comme si, après des mois de surdité, ses oreilles s'ouvraient enfin à la cacophonie des cris, des jurons, des musiques, des disputes. Jama s'assit sous un palmier et chercha des yeux un autre camion. Il se trouvait au centre d'un immense bidonville dont il aurait bien aimé sortir. Soudain, tout se mit à vaciller autour de lui. Des charrettes tirées par des ânes traversaient le ciel et des oiseaux rejoignaient le sol et en volant sur le dos. Un rideau noir s'abattit sur ses yeux et sa tête heurta la terre. Quand il reprit conscience, on l'avait déplacé dans une petite pièce humide, face à une porte bleue à la peinture écaillée dont la brise faisait grincer les huis. Dans la pénombre, ses yeux entrevirent un chat
au pelage de léopard, qui fila dans la rue à l'approche de pas sonores. Jama baissa rapidement les paupières. « Qu'est-ce que tu as encore fait, Idé ?» demanda une femme qui avait du mal à reprendre sa respiration. « Je l'ai trouvé dehors, Amina, effondré sous le palmier. J'ai tenté de le réveiller pour lui donner à boire. Et comme il ne réagissait pas, je l'ai amené ici. » La femme se précipita sur Jama et lui posa la main sur le front. « Oh, Trésor, tu brûles! Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'enfant essaya de lui marmonner quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle porta un verre d'eau à sa bouche. Le liquide brûla sa gorge desséchée. « Je vais lui chercher du riz. » Elle sortit en trombe, portée par des jambes agiles. Ses cheveux découverts tombaient en rigoles noires et grises de chaque côté de son visage. Du coin de l'œil, le gamin observait le mari resté à son chevet. Ce dernier lui adressa un sourire, tout de travers, qui découvrit une rangée de dents en or. « Alors, qui c'est ce robuste jeune homme ?» s'écria Amina. « Jama Gour Mohamed. Je suis Jama Gour Mohamed, » répéta fièrement Jama, au grand amusement du mari et de la femme. « Quel est ton clan ?»« Idagal. »« Un noble Idagal vient de tomber entre nos mains, Issa !» se réjouit Idé. Le gosse était sous le charme de cet homme excentrique et de son visage extravagant. Pendant ces moments de sérieux, il penchait la tête de côté et sa bouche suivait la même pente. Mais quand la gaieté s'emparait de lui, ses yeux, son nez, ses lèvres, ses dents partaient tous dans des directions opposées. Très vite, Jama apprit que son hôte parlait anglais, français, afar, arabe, ainsi que somali, mais qu'il passait son temps à cuisiner, à s'occuper de la maison et à aimer sa femme. Celle-ci faisait le ménage dans un bureau colonial. Le mari s'adressait à lui en vieil ami, en réalité de façon si attachante que le gamin laissa tomber la garde et lui confia comment il allait retrouver son père, pourquoi il était parti d'Hargeisa et comment il avait appris l'arabe et acquis des notions d'hindi et d'hébreu dans les rues d'Aden. Ils échangeaient avec animation dans un Somalie truffé d'arabe, ce qui suscitait les moqueries d'Amina. « Et voilà, toujours en train de faire le pan. Pourquoi tu ne sers pas tous ces gazouillis pour décrocher un boulot, hein ? Pourquoi gazouiller si c'est pour rester bien au chaud chez toi ? Jama, laisse-moi te dire une chose. Pendant ton séjour chez nous, ne prête pas attention à ces dires. Je te jure qu'il n'existe pas femme plus ignorante. Elle croit que les enfants naissent dans les choux. » Ces deux-là s'amusaient follement des piques qu'ils s'envoyaient. L'homme s'appelait Idé, ou plus précisément, c'était le surnom que tout le monde lui donnait, même sa femme. Il avait été instituteur dans les écoles du gouvernement colonial. Le découragement lui avait fait rendre son tablier, et il était devenu le seul homme à la maison de Djibouti. Selon lui, l'école ne dispensait pas du savoir, mais de la propagande. Et elle cachait aux enfants ce qui était positif en eux pour ne mettre en valeur que leur côté négatif. Le mari prépara le dîner. Du poisson frais épicé, servi avec un rôti au miel chaud, une sauce de banane ramollie et une purée de dattes écrasées. Jama ne s'était jamais autant régalé de sa vie et il suça les arêtes pour ne rien laisser dessus. Idé jubilait de l'effet que son repas avait produit sur son invité. « Jama, je parie que c'est la première fois que tu manges du poisson et que tu ne connais que le riz accompagné de chameau ou d'agneau. Nous les Somaliens, avec nos centaines de kilomètres de côte, on déteste les poissons. Bizarre, non ? J'en ai déjà mangé. À Aden, on en a volé. Eh bien, tant mieux pour toi. C'est que je vois des nomades, des Somaliens et des Afars, pour être précis, se boucher le nez quand ils passent à proximité du marché aux poissons. Et pourtant, ils ont le ventre creux. Complètement idiots. Après le repas, les adultes allumèrent la lampe à pétrole et discutèrent à voix douce dans la nuit d'ambre. Rassasié et satisfait, l'enfant se pencha en arrière, l'estomac rebondit. Et du reste de la soirée, ne garda souvenir que du drap de coton duveteux
qu'on lui étendit sur le corps. Lorsque Jama se leva le lendemain, le soleil approchait de son zénith. Il espérait bien qu'Idé s'était rendu au souk, car son estomac gargouillait. « Allez, viens m'aider à préparer le déjeuner. On mange de la viande aujourd'hui. » Jama trotta vers lui et lui passa les ingrédients, tout en surveillant la cuisson des plats. Il lavait la vaisselle, quand il se tourna vers lui pour lui demander « Comment je peux aller au Soudan d'ici ?»« Au Soudan ? Qu'est-ce que tu veux faire au Soudan ? » ?»« Mais mon père travaille là-bas. Je veux aller le voir. » Le sourire d'Idé s'effaça. « Sais-tu au moins où c'est, Jama ? Notre peuple s'est trouvé dispersé aux quatre vents. Tu devras traverser des pays en guerre. Même Djibouti est dangereux. L'an passé, 300 personnes ont été tuées en une seule journée, quand Somaliens et Afars ont à nouveau détaché la hache de guerre. Tout ira bien. Et qu'est-ce que tu en sais ? Mais je suis prêt à tout, Idé. J'ai traversé tout seul le désert à pied, n'oublie pas. Et toi, n'oublie pas l'état dans lequel tu étais en arrivant. Hein, j'ai cru que quelqu'un s'était débarrassé de sa poubelle sous l'arbre avant de découvrir que c'était toi évanoui. Jama, reste ici et tout se passera bien. Pareil si tu restes à Aden ou à Hargeisa, mais si tu t'avises de traverser l'Érythrée ou l'Abyssinie, tu y verras des choses pas jolies du tout. Attends, je voudrais te montrer quelque chose. Il s'en revint avec un livre en très mauvais état, le dos complètement décollé. Dedans, il y a des cartes de notre pays dessinées par les Ferengis. Il feuilleta promptement les pages vertes et bleues jusqu'à ce qu'il tombe sur l'image désirée. Tu vois cette corne qui sort sur le côté ? C'est là qu'habitent les Somaliens. Nos voisins sont les Oromos, les Afars, les Amaras, les Swahili au sud. Jama scruta la carte. Le comble de la bêtise pour lui. Comment était-il possible de rétrécir les montagnes, les fleuves, les arbres, les routes, les villages, les villes, pour les faire tenir sur une page minuscule ? Tiens, voilà le Soudan, indiqua Idé en posant le doigt sur un pays rose. Nous, on est ici, dit-il, en posant un autre sur un point violet. Les Italiens contrôlent tout ce qui se trouve coincé entre. L'adulte montra un territoire jaune. L'Érythrée est un véritable abattoir. Les Italiens s'y déchaînent comme des diables. Ça ne les gênerait pas de te jeter en prison et de t'enrôler dans leur armée. Tous les jours, le journal annonce entre 10 et 50 exécutions. Chaque ville, chaque village a sa potence. Ils assassinent les diseuses de bonne aventure qui prédisent leur défaite et les poètes qui les ridiculisent. Ils ne feront qu'une bouchée d'un Somalien fluet comme toi. Eh bien, j'irai avec un couteau. Idé étouffa un rire. Et tu les tueras tous ? S'il le faut. Ah, tu me rappelles tellement mon fils, Jama. Tu as un fils ? S'inquiéta l'enfant avec un pincement de jalousie. J'avais un fils. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Idé haussa les épaules. À la vue des larmes qui lui montaient aux yeux, Jama se précipita pour l'enserrer de ses bras maigres. Idé se saisit de la main de Jama. « Ça me plaît beaucoup que tu vives chez nous, Jama. Pourquoi tu ne restes pas avec Amina et moi ? Je t'apprendrai à lire et à écrire. Il sera toujours temps de partir à la recherche de ton père. Attends d'avoir grandi et de t'être acheté un plus gros couteau. » L'enfant se braqua contre cette tentative de séduction. « Non, Idé, impossible d'attendre. J'ai passé ma vie à attendre. C'est maintenant que je veux voir mon père. Et s'il mourait pendant que j'attendais ?» L'adulte comprit et lui tapota la main. « D'accord, Jama. J'aurais essayé. On verra demain comment te faire passer au Soudan, sans que tu perdes la vie avant de toucher au but. »